Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série. On est mi-novembre, quasiment fin novembre, l'heure de la dernière course de l'année. Pour beaucoup d'entre nous, la Saint-Élion approche. Ce sera ma 4e participation, donc c'est une course que je commence vraiment à très bien connaître, course qui traverse les Monts du Lyonnais. Monts du Lyonnais qui sont en plus l'un de mes terrains de jeu pour mes sorties longues pendant l'année. Et donc je voulais vous proposer qu'on analyse ensemble le parcours de cette édition 2024. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement à ceux dont c'est la première Saint-Élion, mais je pense qu'elle peut être utile à tous, puisque vous allez voir que les quelques changements apportés cette année peuvent surprendre. Pour le reste, vous allez voir que le parcours d'une année sur l'autre change assez peu. Dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose. Donc si vous tombez sur cette vidéo en 2025 ou plus tard, je pense que ça peut également vous intéresser. Je ne vais pas parler ici du matériel, j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans, en 2022, pour ma Lyon Saint-Élion, et quasiment rien n'a changé pour moi, donc je vous la mets juste au-dessus de moi si ça vous intéresse. Ce que je vais faire pour ce comparatif, c'est que je vais utiliser l'outil Visu GPX, qui permet de superposer différentes traces GPX. J'ai préalablement intégré mes traces de 2021 en bleu, 2022 en jaune et 2023 en rouge, et j'y ai rajouté celles données par l'organisation pour 2024 en vert. À chaque fois, vous avez le profil qui apparaît sur la droite. À noter que pour 2022, j'ai participé à la Lyon Saint-Élion, donc vous avez un profil différent, celui de l'aller-retour. Et en 2024, je repars de nouveau sur la Lyon Saint-Élion, mais je vous ai mis uniquement la trace du retour, donc celle de la Saint-Élion classique, que la majorité d'entre nous font. Je vous représente pas la course, tout le monde la connaît bien maintenant, notre doyenne, et puis j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je vais essayer de vous mettre des inserts de mes anciennes vidéos quand je parle des différents passages, mais si vous voulez voir des images du parcours, je vous conseille de regarder les passages qui vous intéressent directement dans mes vidéos des éditions précédentes, particulièrement celle de 2022, puisque l'allée se fait 2 jours et on voit mieux le terrain, le dénivelé, les paysages. Par contre, pour l'ambiance, l'état du terrain, mes ressentis vis-à-vis du froid, du verglas, de la boue, etc., je vous conseille les parties de nuit. Ceci étant dit, on est parti. Voilà le parcours 2024 dans sa globalité. 82 km et quasiment 2300 D+, annoncés par l'organisation. La plus longue est celle avec le plus de dénivelé de l'histoire de la Saint-Élion, à ma connaissance. Il y a 10-15 ans, on était plutôt autour de 65 à 70 km, puis ça a augmenté progressivement. Moi, sur les 3 éditions que j'ai effectuées, on était entre 77 et 79 km pour 2100 D+ annoncés. Je dis annoncé parce que j'ai toujours fini avec au moins 200 D+ de plus à la montre, donc partez avec l'idée en tête qu'il y aura cette année 2500 D+. Vous serez moins désagréablement surpris quand les dernières montées arriveront. Pour les ravitaux et points d'eau du parcours, ce sont toujours les mêmes. Saint-Christo-en-Jarret, le premier ravito qui arrivera un peu plus tard cette année, je vous explique pourquoi juste après. Sainte-Catherine, ravito 2, souvent considéré comme la mi-course. Chaussan, juste un point d'eau, puis les 2 derniers ravitaux, Soucieux-en-Jarret et Chaponneau avant l'arrivée sur Lyon. Après mes différentes participations, j'ai appris à sectionner un peu inconsciemment la course en 4 parties. La première, Saint-Étienne-Saint-Christo. La deuxième section, Saint-Christo-Sainte-Catherine. La troisième, Sainte-Catherine-Chaussan. Et la dernière, Chaussan-Lyon. Je vais vous expliquer pourquoi je sectionne de cette manière et on regarde tout de suite la première section, Saint-Étienne-Saint-Christo, que je vous ai mis en évidence juste ici en bleu. Alors sur cette première portion, entre le départ de Saint-É et le ravito 1 Saint-Christo, il y a vraiment 2 temps très différents. Un premier temps qui est toujours le même, essentiellement constitué de bitume, quelques dizaines de mètres sur des chemins, mais c'est quasiment rien, avec très peu de dénivelé. Ce sont les 8 premiers kilomètres jusqu'à Sorbier. On a d'abord un peu plus de 2 km sur des routes très larges en ville pour que le peloton de coureurs se distende un peu, parce que même s'il y a 5 vagues, on est très très nombreux au départ. J'ai regardé, et en prenant en compte la Saint-Élion, les relais et les coureurs de la Lyon Saint-Élion, on est quasiment 10 000 à partir depuis Saint-É, donc environ 2 000 par vague, c'est énorme. Donc c'est 2 km en ville ici sur des routes larges, puis on attaque à un faux plat montant, environ 130 D+ sur 3 km, légèrement plus raide sur la fin, mais ça reste très léger. Puis on redescend sur 3 km sur Sorbier, qui arrive au kilomètre 8. Jusque-là, aucune difficulté, si ce n'est de ne pas partir trop vite, ne pas se cramer parce que le terrain et le profil sont simples, donc très faciles à courir. Et en réalité, ici, la Saint-Élion n'a pas encore vraiment commencé. À Sorbier, le passage est assez sympa, vous avez souvent beaucoup de personnes qui sont venues encourager, puisqu'on est encore proche du départ, pas dans la forêt. Encore une fois, attention à ne pas se laisser griser, c'est le début, on se sent bien et c'est normal, mais la suite est bien différente. Juste après Sorbier, on attaque le second temps de cette première section, ça descend encore légèrement, d'abord bitume, puis petit chemin. Attention, selon la météo, au verglas, en 2021, ça avait commencé ici pour moi. Petite redescente donc, et ensuite on attaque la montée la plus longue du parcours. Pas la plus raide ni la plus difficile, mais la plus longue, avec un peu plus de 300 D+, entre les kilomètres 10 et 14 environ. Pour ceux qui ont fait les éditions précédentes, rien ne change ici, hormis vis-à-vis de 2021, où on était passé plus à l'ouest, là, par ici. On avait évité Valfleury, mais donc sur cette portion, alternance chemin et bitume, on prend de la hauteur, il fait un peu plus froid.
Attention encore une fois au verglas qui devient souvent omniprésent par ici, surtout sur le bitume. Dans ce cas-là, je vous conseille de courir sur l'herbe sur le côté parce que le verglas sur le bitume, c'est impossible de tenir debout et beaucoup chutent chaque année. Sur la Sainté, il y a malheureusement toujours des blessés, donc faites attention. Globalement, là, il y a toujours des encouragements sur le bord des routes, notamment ici, un peu après le kilomètre 10, avec un groupe déguisé qui est là chaque année. Pour moi, c'est le meilleur endroit niveau ambiance sur la Saint-Élion. Mais voilà, ça se raréfie quand même, on n'est jamais seul sur la Saint-Élion avec le monde qu'il y a, mais on commence quand même à être un peu seul avec nous-mêmes, dans notre tête. On passe un peu mentalement dans une autre phase de course. Selon le niveau de chacun, cette montée, elle est courable, mais par expérience, ne vous cramez pas ici, c'est encore que le début. Et derrière, ça va être très très long. Si vous arrivez en haut au 14e kilomètre, où il fait plus froid, où il y a plus de vent, parfois de la neige, déjà bien entamé. Arrivé au 14e kilomètre, c'est ici que l'on a l'un des deux plus gros changements cette année. D'habitude, Saint-Christo arrive autour du 17e ou 18e kilomètre. En 2021, donc, on était passé ailleurs. En 2022, hop, tout droit direction Saint-Christo, en ne redescendant pas sur Val-Fleury, parce que là, à droite, vous pouvez pas le voir, mais ça redescend un peu. En 2023, on était redescendu donc par ici, puis remonté rapidement. Et là, cette année, en 2024, on redescend beaucoup plus. D'abord jusqu'ici à Val-Fleury, sur un chemin qui est pas facile, assez technique, avec des cailloux sous les feuilles, donc attention aux chevilles. Puis, une fois Val-Fleury passé, on continue de descendre sur un chemin qui, pour le coup, lui, n'est pas compliqué, mais on redescend assez bas, 250 d- sur 2,5 km. Et arrivé là, il faut remonter sur Saint-Christo. Et cette montée, honnêtement, elle fait vraiment pas rire, surtout la première partie. On reprend plus de 200 d+ sur 1,5 km, avec une première partie de montée très très raide, pas loin des 30% de pente, je pense. Donc là, ne pensez même pas à courir. Si c'est boueux, ça va en plus être un champ de bataille, parce que c'est assez serré, quasiment un single. La deuxième partie est un peu moins raide, mais ça reste quand même pas mal, et on rejoint ensuite le fameux col de la Gâchette, juste avant le premier ravito de Saint-Christo. Cette montée, il faut vraiment avoir conscience qu'elle peut faire très mal. Elle arrive assez tôt, mais après une portion où on a pu beaucoup courir, ça casse le rythme, on peut aussi se refroidir en se mettant à marcher, le début est vraiment très raide, quasiment comme la montée du Rampeau dont je vous parlerai plus loin dans la vidéo, pour ceux qui voient laquelle c'est, même si elle est moins longue, enfin même si celle-ci est moins longue. Donc je pense que c'est important d'avoir en tête cet ajout sur le parcours qui est une vraie difficulté en plus. Arrivé au col de la Gâchette, Saint-Christo est à quelques centaines de mètres, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, puis donc premier ravito. Pour ceux qui ont déjà fait la Saint-Élion, vous le savez, mais pour les autres, essayez de vous arrêter le moins longtemps possible au ravito. On se refroidit très très vite, les muscles peuvent se crisper avec le froid et ça peut être très dur de repartir tout en donnant un mauvais coup au mental, surtout là, si tôt dans la course. C'était une erreur que j'avais faite sur ma première Sainté et je repartais à chaque fois en tremblant de tout mon corps. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à prendre du thé brûlant servi au ravito et mettez-le dans vos flasques. Ne le buvez pas tout de suite parce que vraiment il va vous cramer la langue, là encore expérience vécue. Mais par contre, les gourdes étant contre votre poitrine, ça va vraiment aider à vous réchauffer pendant quelques kilomètres. Puis après, quand c'est un peu moins chaud, le fait d'en boire aide aussi. Enfin bon, voilà. Et comme ça, vous mettez pas de l'eau qui gèle, enfin de l'eau déjà froide qui va geler dans les gourdes. Saint-Christo étant passé, on attaque la seconde section, celle entre Saint-Christo et Sainte-Catherine. La voilà en bleu, cette section. 13 km et environ 350 d+ pour 400 d-. C'est pas une portion très difficile niveau dénivelé, il n'y a pas de montée très raide et très longue, c'est plutôt une alternance de montée et descente de 50, 100 d+ ou d-, et de faux plats, de vallonnés. La vraie différence avec la section précédente, c'est qu'on arrive ici dans le cœur de la Saint-Élion, il y a quasiment plus de bitume, beaucoup de chemins, de singles, dans les forêts. Il faut faire un peu plus attention où on met les pieds, avec certaines portions techniques. Bref, là, pour le coup, la véritable course nature commence. On sort donc de Saint-Christo, mini-montée, puis redescente sur bitume, et ensuite environ 2 km d'alternance faux plat montant et descendant sur chemin. C'est le parcours des années précédentes, hormis 2022 où on avait un peu coupé. Ensuite, petite montée assez courte sur chemin pour rejoindre une mini portion de route de campagne. Les montées sont en soi pas difficiles mais très cassantes. Et bon, bien sûr, selon le niveau de chacun, assez dur à courir. Là, on est sur environ 70 d+, c'est pas grand chose, mais quand même, vous verrez que c'est pas si simple. On continue sur le tracé classique sans modification majeure pendant assez longtemps. On a d'abord une belle redescente de 110 d-, toujours avec feuilles et cailloux auxquels faire attention. De nouveau une montée cassante d'environ 70 d+. Sur le profil complet, vous voyez, on les voit quasiment pas ces montées, mais elles comptent sincèrement quand vous êtes dedans, il faut bien les gérer.
On est encore assez largement dans la première moitié de course et on peut déjà commencer à avoir des pensées négatives sur cette portion si on a mal géré le début. C'était mon cas l'an dernier par exemple où j'avais vomi peu avant Saint-Christo et où j'avais vraiment subi ensuite toute la course et notamment cette portion jusqu'à Sainte-Catherine. Un peu de faux pas descendant, puis une nouvelle montée un peu plus longue mais moins raide. Là on arrive vraiment sur les hauteurs de la Saint-Élion au cœur de la nuit, même si on n'est pas encore au plus haut. Il est possible d'avoir froid, surtout s'il y a du vent. Gardez en tête que vous allez finir par redescendre sur Sainte-Catherine et que ça ira mieux. Légèrement mieux du moins. Vous avez ensuite 2-3 km vallonnés sur les hauteurs, sur des chemins, pas de difficultés techniques, faut juste avancer, même parcours que les autres années, sauf 2022 où on avait fait un petit détour. Et on arrive ensuite à une partie où ça change un peu tout le temps. 2023, on était passé du côté de la Mure en faisant un vrai beau détour. 2021 et 2022 par le Châtelard. Là, on coupe un peu entre les deux. C'est une partie que j'ai reconnue cette année, sans difficulté particulière, hormis encore une fois de faire attention au terrain. Toujours garder en tête dans ce que je vous dis que s'il y a du verglas, ça changera énormément les choses. Donc d'abord une descente en chemin assez agréable de 100 des moins, puis du vallonné en alternance chemin essentiellement et un peu de route, avant de descendre sur Sainte-Catherine, où sur la fin on peut vraiment bien dérouler. Ouais, portion que j'ai découverte cette année, mais rien de spécial à dire dessus, quoi. On arrive donc à Sainte-Catherine, deuxième ravito, considéré par beaucoup comme la mi-course. Vous entendrez beaucoup de personnes dire que si vous passez Sainte-Catherine, c'est bon, c'est ok. Sainte-Catherine, ça passe ou ça queen. Alors pour ma part, je suis pas d'accord avec ça. Tout d'abord parce qu'arrivé ici, vous avez fait que 33 km sur les 82. Il en reste quasiment 50. Niveau des plus, vous avez à peu près fait la moitié, donc certes un beau morceau, et le reste peut sembler plus étendu sur les 50 km restants, mais en fait pas tellement, comme on va le voir sur la section suivante. Et enfin, certes, on a fait 33 bornes, mais 33 bornes en pleine forme ou presque, en début de course. Ce qui suit derrière, les kilomètres paraissent de plus en plus longs, la moindre montée est faite beaucoup plus lentement. Donc je pense que c'est une erreur de se dire que Sainte-Catherine passée, c'est bon, c'est ok, et qu'on va finir. Je pense qu'il y a ensuite un gros risque de fracture du mental sur la suite du parcours en faisant ça. Sainte-Catherine, c'est qu'un point à passer, et je pense qu'on peut avoir un peu plus cette sensation de soulagement une fois chaussant passé, donc une quinzaine de kilomètres plus loin. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à Sainte-Catherine, il faut essayer de se refroidir le moins possible et être fort mentalement pour ne pas monter dans les bus chauffés, remplis de coureurs qui viennent d'abandonner, et repartir pour ce que je considère être, personnellement, la partie la plus difficile. Cette partie, c'est donc la troisième section Sainte-Catherine-Chaussan, 15 km, 450 des plus et 520 des moins environ sur le papier. Donc en réalité, sur le papier, justement, c'est pas forcément la plus difficile, mais je prends en compte le fait qu'on soit déjà tous entamés et le fait que les difficultés soient très concentrées. On a d'abord 1,5 km de plat pour traverser Sainte-Catherine, puis en sortir par un chemin sans aucune difficulté. Là, c'est chaque année la même trace et ça permet de se réchauffer en courant après le ravito. Vous verrez que déjà, après ces 1,5 km, normalement, vous vous sentirez déjà mieux qu'en sortant du ravito. En tout cas, moi, c'est mon cas. Ensuite, petite ascension de 100 des plus sur chemin large, pas très pentu sur 2 km. Et là, on arrive à la deuxième grosse modification de cette Saint-Élion 2024. Habituellement, soit comme en 2021 et 2023, on bifurque en direction du Signal de Saint-André, qui est à quelques mètres près le sommet des monts du Lyonnais, soit on prend la direction du Bois d'Arfeuil et de la terrible montée du Rampeau, comme en 2022. La particularité de cette année, édition spéciale anniversaire, c'est que les organisateurs ont prévu les deux au programme. On prend donc la direction du Bois d'Arfeuil, on a 3 km globalement descendants avec des minières montées, c'est légèrement technique par endroit, mais honnêtement là ça se court assez bien, le terrain est souple, profitez de ces moments. Descente un peu plus raide sur quelques centaines de mètres, et nous voici au pied de la montée du Rampeau. Alors les habitués de la Saint-Élion la connaissent, c'est l'un des symboles de la Saint-Élion. Vous avez 220 des plus sur 800 mètres, en gros 30% de pente moyenne à peu près. C'est la montée la plus raide et qui est quand même donc assez longue. Économisez-vous, c'est un mauvais moment à passer, surtout si ça glisse, ce qui est très probable. Mais on finit par en voir le bout. Ça peut paraître rien pour les habitués des trails en montagne, mais croyez-moi, sur cette course où on court beaucoup, où le rythme est plus rapide que sur des courses de montagne techniques avec beaucoup de D+, elle est quand même bien casse-pattes. Et donc la spécificité cette année, arrivé en haut, on bifurque pas direction Chaussan directement, mais on traverse le village de Saint-André-la-Côte, 2 ou 3 km de plat vallonné, et on monte ensuite en 2 temps au Signal, point culminant de la course. Rassurez-vous, c'est beaucoup moins pentu que ce que vous venez de faire, ça passe finalement assez vite, à peu près 100 des plus sur 1,5 km, mais on est au point le plus haut de la course, il peut y avoir beaucoup de neige. L'année dernière, le verglas ici, c'était un enfer, donc la redescente était beaucoup plus longue et difficile que prévu. À ce propos, niveau matériel, c'est vrai que j'en utilise pas, mais je sais que certains emmènent avec eux des crampons, en plus, en fer ou non, type Yaktrax.
Ça doit effectivement aider pas mal dans des portions très verglacées en descente, mais ça veut dire qu'il faut se les trimballer toute la course dans le sac, plus prendre le temps de les mettre, de les enlever, au risque de se refroidir avec les doigts gelés, etc. Chacun verra ici ce qui lui convient le mieux, mais c'est vrai que voilà, moi je le fais pas, j'en emmène pas. S'il n'y a pas de verglas, la première partie de la redescente du Signal n'a rien de compliqué. Par contre, ensuite, la descente est longue, il y a au total 300 d- sur 3 km, et certains passages, notamment un qui est le plus technique de la course, avec des grosses pierres très glissantes. C'est personnellement la seule descente de la course que j'ai du mal à courir à peu près correctement, donc à ne pas sous-estimer, surtout pour la team cheville en carton. Et une fois la descente finie, vous arrivez à Chaussan, le camp, Saint-Genoux, à 15 000 noms ici, seul point d'eau de la course, à 12-13 km de Soucieux. Vous pouvez souffler un peu, vous avez fait le gros du dénive, le plus dur au niveau technicité, et pour beaucoup, il fera déjà jour ici, même depuis le Signal, voire avant pour un certain nombre. Et je sais que même si c'est pas mon cas, ça en aide beaucoup. Alors certes, vous avez fait le plus gros, mais il reste encore quasiment 35 bornes jusqu'à l'arrivée. Et ici, vous serez forcément déjà bien fatigué. Donc vraiment, ne vous dites pas que c'est fini. La partie la plus dure mentalement et même physiquement niveau douleur se trouve devant vous. Le mental va prendre petit à petit le relais du physique et on entre en mode résilience. Donc tout le reste jusqu'à Lyon, je l'inclus dans une seule et même section, la 4e et dernière, parce que globalement c'est la même chose. Un profil globalement descendant avec quelques coups de cul à gérer, les chemins et singles qui laissent de plus en plus la place au bitume, et en quelque sorte le retour à la civilisation. J'en ai fait une seule section parce que je fonctionne comme ça, mais libre à vous de séparer encore mentalement en plusieurs sections. Par exemple, Chaussan-Soucieux, Soucieux-Chaponneau, puis Chaponneau-Lyon. C'est juste ma vision de la course avec l'expérience que j'en ai. Si on part du principe que vous allez tenir mentalement, ce qui sera le cas pour beaucoup, la très grande majorité des abandons ayant eu lieu à Sainte-Catherine, ce qui fera la différence à partir de maintenant, ça sera votre capacité à courir ou trottiner, en fonction donc de l'énergie que vous aurez réussi à économiser sur le début de course. Si vous marchez tout, à raison de 5, voire même 4 km/h en comptant les montées, sur 35 km, je vous laisse faire le calcul, mais ça va être long. Évidemment, repoussez ce type de pensée pendant la course, mais plus vous arrivez à trottiner, même légèrement, moins ce sera long, même si tout votre corps vous fait souffrir. Sur cette dernière section, je ne vais pas tout vous détailler, puisque comme je vous l'ai dit, c'est globalement descendant avec surtout des chemins ou de la route de campagne. Un point d'attention quand même, cette remontée au bout de 5 km, qu'on avait déjà prise l'an dernier, qui peut surprendre après une descente très roulante, et qui donc une nouvelle fois casse le rythme et les jambes. Mais ensuite, vraiment, ça déroule jusqu'au ravito de Soucieux-en-Jarret. Ravito de Soucieux, attention, salle chauffée, donc piège de vouloir s'arrêter trop longtemps à seulement 22 km de l'arrivée. Les fois où j'ai eu le plus froid dans ma vie, c'était en sortant de cette salle, à trembler de tout mon corps avec la fatigue. Si vous le sentez, ne vous arrêtez quasiment pas. En plus, Chaponneau est à seulement 7 km. Ensuite, jusqu'à Chaponneau, essentiellement du bitume, en empruntant un mix entre la trace de 2022 et celle de 2023. Juste 2 petites redescentes et remontées au milieu sur des sentiers parfois très glissants. Donc je dis petite montée-descente, mais encore une fois, à ce stade, ça vous paraîtra le bout du monde. Puis vous arrivez sur Chaponneau avec cette affreuse ligne droite pour rejoindre le dernier point de ravitaillement, lui aussi dans un gymnase. Mais ouais, cet aller-retour, il fait 1,5 km et on n'en voit pas le bout. On voit les coureurs qui passent dans l'autre sens, ça peut faire mal au mental. Mais restez fort, solide, la fin approche. Là encore, essayez de ne pas vous éterniser à l'intérieur de ce gymnase, c'est encore plus dur de repartir, il reste seulement 14-15 km maximum, vous avez fait ça des centaines de fois. Et là, vous allez finir, c'est sûr, c'est plus qu'une question de temps. À la fin de cet aller-retour en ligne droite, ils nous font pas prendre le petit chemin qu'on prend habituellement, mais un long détour pour augmenter le kilométrage de cette édition anniversaire 2024. Donc ici, on aura envie d'insulter les organisateurs, moi le premier, mais on reste poli. Et après ce détour, légère remontée sur un chemin de terre, et là, vous êtes à 10 km de l'arrivée. Ça redescend ensuite au milieu des lotissements, jusqu'à 6 km de l'arrivée, au pied de ce qui est considéré à tort comme la dernière montée de la course, la montée de l'Aqueduc. Assez raide, en gros du 10% sur 1 km. C'est la dernière grosse effectivement, et même si la fin est proche pour beaucoup, il reste ici au moins 1 heure de course, donc ça reste très difficile. On redescend ensuite au milieu du parc Acrobranche, et arrivé à sa sortie, surprise, une nouvelle montée. Plus courte, mais croyez-moi, elle fait vraiment pas plaisir quand vous croyez que le D+, était fini. Donc gardez-la en tête, celle-ci aussi. Arrivé en haut de celle-ci, il reste 4 km, et là on peut dire que le D+, est fini, il reste un peu de faux plat, mais 3 fois rien. Vous descendez les escaliers de la Mulatière, vous apercevez le musée des Confluences, la Saône, le Rhône.
Vous passez sous un pont, puis sur ce même pont, ensuite le pont Raymond Barre, et vous arrivez à la halle Tony Garnier, où souvent vos proches vous attendent. J'en dis pas trop plus, il faut que vous viviez ce moment par vous-même si c'est votre première. Ce sont vraiment de très belles émotions. Voilà pour ce descriptif complet du parcours de la Saint-Élion 2024 et même globalement de la Saint-Élion, puisque voilà, vous l'avez vu, le parcours ne change pas tant d'une année sur l'autre. J'espère que ça vous sera utile pour vous aider à finir votre première Saint-Élion, à battre votre temps de l'année dernière ou d'une édition précédente, ou encore à mieux voir venir les principales difficultés de la course. C'est un peu de taf quand même, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour voir les prochaines vidéos ou à laisser un like. Ça vous prend 2 secondes et c'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. Merci à tous de toute manière d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera ma participation, enfin celle de ma participation à la Lyon Saint-Élion 2024. Objectif cette année simplement terminé. Et puis voilà, à bientôt, salut!